Je n'ai pas eu le courage d'avouer que j'étais enceinte, et il m'a quitté pour ma propre sœur. J'avais le cœur brisé alors que ma famille m'a tourné le dos. Des années plus tard, lorsque nous sommes retrouvés par hasard. Je n'ai pas eu le courage d'avouer que j'étais enceinte et il m'a quitté pour ma propre sœur. Mon cœur a été brisé lorsque ma famille m'a tourné le dos, des années plus tard, quand nous nous sommes recroisés par hasard. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, permettez-moi de vous emmener dans cette histoire. Je m'appelle Bérénice et mon histoire commence un mardi. Le genre d'après-midi maussade et pluvieux de Normandie qui vous donne envie de vous blottir à l'intérieur avec une boisson chaude et un bon livre. C'est exactement ce que je faisais. Mais la sensation au creux de mon estomac était tout sauf réconfortante. La pluie tapait à un rythme régulier et incessant contre les fenêtres du café, transformant la rue calme à l'extérieur en une aquarelle de gris et de vert. À l'intérieur, l'air était chaud et sentait le café et le lait vapeur, mais je ne pouvais rien ressentir de tout cela. Un frisson s'était installé au plus profond de mes os, qui n'avait rien à voir avec le temps. Seul le faible bourdonnement de la machine à expresso et le tintement occasionnel d'une cuillère contre la porcelaine brisaient le lourd silence entre nous. J'étais assise à une petite table dans un coin, mes doigts si crispés autour d'une tasse de tisane à la camomille que mes jointures étaient devenues blanches. La tisane était tiède depuis des lustres, mais je ne l'avais pas remarqué. Mon attention était entièrement portée sur l'homme assis en face de moi. Arthur. Arthur Dubois. Il regardait par la fenêtre, le regard fixé sur la pluie, évitant mes yeux. Cela aurait dû être mon premier indice. Il avait cette façon de regarder n'importe où sauf vous quand les choses devenaient difficiles. Sa mâchoire était serrée, ses épaules tendues. Il était à des millions de kilomètres, et une terrible angoisse glaciale commença à me parcourir l'échine. Vous voyez, j'étais venu ici avec un secret. Un secret magnifique, terrifiant, qui allait changer ma vie, niché au fond de moi. Un secret que j'avais répété une centaine de fois en voiture. Les mots étaient juste sur le bout de ma langue, prêts à se déverser dans l'espace entre nous. J'avais imaginé son visage quand je le lui dirais. La surprise, d'abord, puis peut-être un lent sourire qui s'élargit, ce sourire en coin enfantin que j'aimais tant. Je l'avais imaginé rire, me tirer de ma chaise et me faire tourner en plein milieu du café. J'étais prête. J'étais si prête à le regarder dans les yeux et à dire les 4 mots qui allaient changer nos vies pour toujours. J'attends ton bébé. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Avant que je puisse rassembler le reste de mon courage, il s'éclaircit la gorge. Le son fut comme une pierre tombant dans un étang calme, envoyant des vagues d'anxiété à travers moi. Il se détourna enfin de la fenêtre, mais ses yeux ne croisèrent les miens que pour une fraction de seconde. Bérénice, commença-t-il, sa voix était inégale, hésitante. Je dois te dire quelque chose. Je clignai des yeux, mes propres mots soigneusement répétés mourant sur mes lèvres. Un rire nerveux m'échappa. C'est drôle, murmurai-je, ma main frôlant le bord de ma tasse. J'allais dire la même chose. Un regard étrange traversa son visage. Pas de la curiosité, mais quelque chose de plus proche de la panique. Non, laisse-moi. Laisse-moi commencer, dit-il en expirant brusquement comme si les mots étaient un poids physique qu'il devait forcer à sortir de sa poitrine. Il prit une longue et lente inspiration. Tu es une femme incroyable, Bérénice. Honnêtement, tu mérites tellement. Mon cœur rata un battement. C'est le genre de choses que les hommes disent quand ils sont sur le point de partir. C'est le préambule lâche et mielleux d'un adieu. L'angoisse glaciale de tout à l'heure se transforma en un bloc de glace solide dans mon estomac. Mais la vérité, c'est que, continua-t-il, sa voix baissant, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Les mots ne restèrent pas suspendus en l'air. Ils semblèrent résonner sur les murs du café presque vide, devenant de plus en plus forts jusqu'à ce qu'il soit le seul son au monde. Pendant une fraction de seconde, j'étais sûr d'avoir mal entendu. Cela ressemblait à une réplique de film, trop dramatique, trop irréel pour se produire dans ma vie, dans ce petit café tranquille, à moi. Mais ensuite, j'ai regardé ses yeux, qui étaient de nouveau fixés sur la pluie dehors, et j'ai su que je n'avais pas mal entendu un seul mot. Le monde a basculé sur son axe, et mon avenir soigneusement construit a volé en 1 million de petits morceaux. Il ne me regardait pas.
Il ne pouvait même pas m'accorder cela. Il était déjà parti. Il continua de parler, son ton maladroitement apologétique, comme s'il expliquait une bosse sur une voiture empruntée, et non pas qu'il brisait une vie. « S'il te plaît, ne le prends pas mal », marmonna-t-il, une phrase si ridicule que j'ai failli rire. Ces choses-là arrivent. Nous sommes juste des personnes différentes, toi et moi. Peut-être que je ne t'ai jamais vraiment aimé comme tu le pensais. Chaque mot était un coup physique. Mes mains, posées sur la table, commencèrent à trembler. Je cherchais à tâtons une serviette en papier, la pliant et la dépliant jusqu'à ce que le papier fragile se déchire entre mes doigts. Je gardais les yeux baissés, fixés sur le grain du bois poli de la table, comme si le fait de le fixer intensément pouvait m'empêcher de m'effondrer juste là, devant lui. J'ai juste hoché la tête. Une fois, puis une autre. Un petit mouvement saccadé de ma tête qui semblait me coûter toute la force qu'il me restait. « Je ne veux pas que tu me détestes », ajouta-t-il, la regardant enfin. Sa lâcheté était presque plus douloureuse que sa trahison. Il voulait être le gentil, même maintenant. Et n'essaie pas de me faire changer d'avis. C'est fini. Le raclement de sa chaise contre le sol fut un son de finalité. Il se leva, une grande silhouette sombre contre la lumière grise de la fenêtre. Il plongea la main dans sa veste, en sortit quelques billets et les posa sur la table avec un bruit sourd. Ça devrait couvrir l'addition. Peut-être ta course en taxi aussi. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Mes cheveux tombaient sur mon visage comme un rideau, cachant le vide complet et total dans mes yeux. Il s'attarda un instant, s'attendant clairement à quelque chose. Des larmes, des cris, des accusations, n'importe quoi. Mais quand rien ne vint, il se balança mal à l'aise d'un pied sur l'autre, puis se tourna et se dirigea vers la porte. La petite cloche au-dessus de celle-ci tinta faiblement alors qu'elle se refermait derrière lui, ne laissant que le silence et le bruit de la pluie. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, figée sur place. 5 minutes, 1 heure. Le café, qui m'avait semblé si douillet peu de temps auparavant, ressemblait maintenant à une vaste caverne froide. Chaque chaise vide était un écho de ce que je venais de perdre. Finalement, le serveur apparut, demandant doucement « L'addition, madame ?» Je levai à peine les yeux. Je fis simplement glisser les billets d'Arthur sur la table, ma voix plate et sans vie lorsque je murmurai « Oui, merci ». Il disparut, et le silence s'installa de nouveau. Lentement, comme en transe, je levai mes 2 mains vers mon ventre. Je les pressai contre la petite zone encore plate où notre enfant grandissait, un secret qu'il ne connaîtrait désormais jamais. Mon menton trembla, puis les larmes vinrent. Pas des sanglots bruyants et hystériques, mais des larmes chaudes, lourdes et incessantes qui roulaient sur mes joues en silence, tombant sur mes doigts recroquevillés de manière protectrice sur mon ventre. Je sanglotais sans un bruit, tout mon corps tremblant alors que la vérité de mon isolement s'enfonçait en moi. La nouvelle vie en moi était censée être un cadeau, une joie partagée. Mais maintenant, c'était un secret que je devais porter toute seule. Finalement, je suis sorti du café et sous la pluie. Je n'ai pas pris de taxi. J'ai juste marché, laissant les gouttes froides tremper mes cheveux et mes vêtements. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à ma voiture. Je ne me souviens pas d'avoir conduit. Mon corps était en pilote automatique, mais mon esprit était un vortex de douleur et d'incrédulité. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé garé devant la maison de ma mère. Je suis resté assise dans la voiture pendant un long moment, le moteur éteint, le seul son étant le balancement rythmique des essuie-glaces contre la vitre. J'avais besoin de ma mère. Dans ce moment de dévastation complète, tout ce que je voulais, c'était que ma mère me prenne dans ses bras et me dise que tout irait bien. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Avec une profonde inspiration tremblante, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, me sentant comme une enfant perdue sur le point de frapper à la porte de sa propre maison. La maison était silencieuse lorsque je suis entré, mes chaussures mouillées laissant de faibles marques sur le lino usé. L'odeur familière du nettoyant parfumé à la lavande de ma mère flottait dans l'air, mais ce soir, elle sentait fort, presque suffocante. Dans le salon, la lueur tamisée d'une lampe projetait des ombres longues sur la moquette beige. Ma mère, Dolores, était assise à la table de la salle à manger, feuilletant une pile de courriers. Mon beau-père, Christophe, était là aussi, tapotant impatiemment sa montre comme s'il décomptait des minutes qu'il ne voulait pas perdre. J'ai hésité sur le seuil,
serrant mon sac contre ma poitrine comme un bouclier. Pendant un moment, j'ai pensé à faire demi-tour et à partir, à tout garder pour moi. Mais le poids de ce qui s'était passé était trop lourd à porter seul. J'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de ma mère. Maman, dis-je doucement. Ma voix se cassa dans le silence. Ses mains s'immobilisèrent sur les enveloppes. Elle leva son regard, ses yeux vacillant d'un mélange de surprise et d'irritation. Bérénice, qu'est-ce que tu fais ici? On dirait un rat noyé. Arthur est parti, réussis-je à dire, le nom semblant étranger et amer dans ma bouche. Il m'a quitté. Et je suis enceinte. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd et explosif. Christophe laissa échapper un grognement sourd, se penchant en arrière sur sa chaise. On va être en retard si on ne part pas bientôt, marmonna-t-il en vérifiant de nouveau sa montre. Ma mère l'ignora un instant. Son attention était fixée sur moi, mais il n'y avait aucune douceur dans ses yeux. Enceinte? Le mot sortit sec, comme une accusation. Je hochai la tête, ma gorge se serrant. Oui, j'allais le lui dire ce soir, mais il a rompu avec moi avant que je puisse. Écoute, chérie, commença-t-elle, son ton s'adoucissant en quelque chose qui se voulait raisonnable mais qui était froid comme la glace. Tu n'as que 22 ans. Tu as toute la vie devant toi. Ces choses-là, on peut s'en occuper en toute sécurité. La médecine est différente maintenant. Tu ne peux pas gâcher ta vie à cause d'une erreur. Une erreur. Le mot me transperça comme un couteau. Cette petite vie, mon bébé, n'était qu'une erreur pour elle. Maman, ce n'est pas juste quelque chose dont on se débarrasse, plaidai-je, ma voix tremblante. C'est mon bébé. Elle secoua fermement la tête, ses bras croisés sur sa poitrine dans un geste de finalité. Pense à ton avenir, Bérénice. Tes études. Comment vas-tu gérer un bébé et un travail avec quoi? Un salaire de débutante dans l'enseignement? Ce n'est pas réaliste. Juste à ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit et ma sœur cadette, Jeannette, entra. Elle fredonnait un petit air, le visage radieux et joyeux. Maman, tu as vu mon... Oh, Bérénice. Son sourire vacilla quand elle vit mon visage strié de larmes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas parler. Je restais là, dégoulinant d'eau de pluie sur la moquette, mon monde s'effondrant autour de moi. Jeannette regarda mon visage puis l'expression sévère de ma mère. Mais ce n'était pas son visage qui retint mon attention. C'était ce qu'elle portait. Autour de son cou se trouvait un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme d'étoile scintillante. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Je connaissais ce collier. Arthur me l'avait montré dans la vitrine d'une bijouterie le mois dernier. Il avait dit qu'il économisait pour me l'offrir pour une occasion spéciale. Et il était là, scintillant sous la lumière de la lampe, reposant contre la peau de ma sœur. La pièce se mit à tourner. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté horrifiante et écœurante. Le vague quelqu'un d'autre avait soudain un visage. Un nom. Le visage de ma sœur. Où, murmurai-je, ma voix à peine audible. Où as-tu eu ce collier? La main de Jeannette vola à sa gorge, ses yeux s'écarquillant de panique. Elle regarda sa mère, un appel silencieux à l'aide. C'est un cadeau, balbutia-t-elle. De qui? Insistai-je en faisant un pas en avant. La glace dans mon estomac était maintenant un feu déchaîné. Bérénice, arrête ça, claqua ma mère. Ce n'est pas le moment. De qui? Jeannette, criai-je, le son s'arrachant de ma gorge à vif. Jeannette sursauta, les larmes montant à ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient les larmes d'une enfant prise en faute. D'Arthur, murmura-t-elle finalement. On se voit depuis quelques mois. On est amoureux. C'était une double trahison. Une blessure si profonde que je pensais ne jamais pouvoir m'en remettre. Mon petit ami et ma sœur, tous les deux ensemble, derrière mon dos. Je regardais ma mère, espérant, priant pour un signe d'indignation en ma faveur. Au lieu de cela, elle soupira simplement, un long son las d'impatience. Elle se leva et se dirigea vers Jeannette, passant un bras protecteur autour d'elle. Bérénice, ta sœur est heureuse, dit-elle, sa voix dénuée de toute chaleur. Arthur est un homme bien avec un avenir. C'est juste arrivé.
Tu dois te comporter en adulte. Me comporter en adulte. Ils avaient brisé ma vie, ma famille, mon cœur, et c'était moi qui devais me comporter en adulte. La trahison ne venait plus seulement d'Arthur et de Jeannette. Elle venait de ma propre mère, qui se tenait là, défendant la traîtrise de ma sœur. J'étais totalement, complètement seul. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je ne pouvais pas. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis retourné, mon corps bougeant comme une marionnette de bois, et je suis sorti par la porte, de retour sous la pluie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé sans destination précise. L'image de ce collier d'argent était gravée dans ma mémoire. J'ai dû conduire pendant des heures, les essuie-glaces battant un rythme effréné à la tempête qui faisait rage en moi. J'ai fini dans une chambre de motel miteuse en bordure de National, le genre avec une enseigne au néon vacillante et des couvertures fines et rêches. Je me suis allongé sur le lit, entièrement habillé, et j'ai fixé le plafond taché d'humidité toute la nuit. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'étais au-delà des larmes. J'étais juste vide, une coquille creuse. Dans ce silence, alors que l'obscurité de la pièce m'oppressait, mon esprit a dérivé vers une autre époque, une époque plus chaleureuse. Je me suis souvenu des étés de mon enfance, courant pieds nus dans le verger de pommiers de ma grand-mère Henriette, juste à l'extérieur d'Évreux. Je me suis souvenu de l'odeur de la tarte aux pommes fraîchement cuite qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Le son de son rire qui portait à travers le jardin. Je me suis souvenu de la sensation de ses bras autour de moi, fort et sûr. Comment elle écoutait mes soucis d'enfant comme s'ils étaient les choses les plus importantes du monde. À l'époque, la vie semblait stable. Sûr. C'était ça. C'était le seul endroit où aller. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la gare routière la plus proche. J'ai utilisé le reste de mon argent pour acheter un aller simple pour Évreux. Je n'ai pas fait de valise. Je suis parti avec les vêtements que je portais et la petite vie secrète qui grandissait en moi. Le trajet en bus fut long et silencieux. J'étais assise près de la fenêtre, regardant les quartiers de banlieue laisser place à la campagne. Des champs humides de rosée matinale, de vieilles granges nichées contre des collines ondulantes. L'air semblait plus léger ici, plus pur. J'ai fermé les yeux, laissant le balancement rythmique du bus calmer la tempête dans ma poitrine. J'ai posé une main sur mon ventre et j'ai murmuré en silence à la seule personne au monde qui était vraiment de mon côté. On s'en sortira, d'une manière ou d'une autre. On s'en sortira. Au moment où le bus ralentit dans la petite gare rurale, les nuages s'étaient dissipés et de fins rayons de soleil se déversaient sur le quai. Je suis descendu, me sentant fatigué et perdu, et puis je l'ai vue. Ma grand-mère Henriette. Elle se tenait au bout du quai, portant son vieux gilet usé. Un foulard noué avec soin autour de son cou. Ses cheveux argentés captaient la lumière et ses yeux, les yeux les plus gentils que j'ai jamais connus, s'adoucirent à l'instant où ils se posèrent sur moi. Sans une seconde d'hésitation, elle ouvrit grand les bras. Bérénice, ma chérie, appela-t-elle, sa voix chaude et stable, telle que je m'en souvenais. Au moment où je me suis blotti dans cette étreinte, le nœud serré et douloureux dans ma poitrine s'est enfin desserré. Son étreinte sentait légèrement la fleur et la fumée de bois, une odeur qui me ramenait directement à des jours plus simples. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce café, j'ai senti une petite partie de mon fardeau s'alléger. J'ai enfoui mon visage dans son épaule et enfin, je me suis laissé pleurer. J'ai pleuré pour Arthur, pour Jeannette, pour ma mère, pour le bébé, pour la fille que j'étais. Et ma grand-mère m'a juste tenu, me caressant les cheveux, me laissant déverser toute ma douleur sans dire un mot. Elle m'a juste tenu, et c'était tout. Tu aurais dû me dire que tu venais, dit grand-mère Henriette, gardant un bras autour de moi alors que nous marchions vers son vieux pick-up. J'aurais fait cette tarte aux pommes que tu aimes tant. J'ai réussi à esquisser un petit sourire larmoyant. C'est exactement pour ça que je ne t'ai rien dit. Je ne voulais pas que tu te donnes du mal. Nous sommes rentrés par des routes de campagne familières, les champs s'étendant à l'infini sous le ciel d'automne. Elle a rempli le silence de questions douces sur mes cours, mes amis, comment j'allais. J'ai essayé de répondre, mais mes mots me manquaient. Ce n'est que lorsque nous fûmes assises à sa table de cuisine douillette, avec des tasses de tisane à la camomille fumante entre nous, que j'ai finalement tout déballé. La ferme était telle que je m'en souvenais, des rideaux de dentelle aux fenêtres, des bocaux de conserve bien alignés sur le comptoir et la vieille horloge comtoise qui tic-taquait régulièrement dans le coin. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude,
fixant la vapeur, et je lui ai tout raconté. Il m'a quitté, grand-mère, dis-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Arthur est parti. Et la femme pour qui il m'a quitté, c'est Jeannette. J'ai vu une lueur de profonde tristesse dans ses yeux, mais pas de surprise. C'était comme si elle avait toujours connu le caractère de ses autres petits-enfants. Et je suis enceinte. Maman. Maman ne veut pas que je le garde. Elle dit que c'est une erreur. Les yeux de ma grand-mère n'ont jamais quitté les miens. Elle n'a pas interrompu, n'a pas grondé, n'a même pas eu un hoquet de surprise. Elle a juste écouté. Son regard stable, sa présence comme une encre dans ma tempête. Quand j'ai fini, les larmes coulaient de nouveau sur mes joues. Je ne sais pas quoi faire, mais tout fait je. Je ne veux pas perdre ce bébé, mais je ne peux pas le faire seul. Elle a tendu la main sur la table et a pris mes mains tremblantes dans les siennes. Ses mains étaient ridées et fortes, des mains qui avaient jardiné, cuisiné et raccommodé toute une vie. Alors tu ne le feras pas seul, dit-elle, sa voix calme mais résolue. C'est ta maison maintenant, aussi longtemps que tu en auras besoin. Quand tu auras fini tes études, tu pourras t'installer ici définitivement. L'école locale manque toujours d'enseignants. Tu pourras y travailler, et je t'aiderai à t'occuper du bébé. Ces mots étaient si simples, si pratiques, et pourtant ils m'ont semblé être une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis cet horrible après-midi, j'ai senti le lourd désespoir se dissiper juste assez pour laisser entrer l'espoir. J'ai serré ses mains fermement, mes larmes coulant maintenant pour une toute autre raison. Dans cette petite cuisine de ferme, je n'étais pas abandonné. Je n'étais pas sans espoir. Mon enfant et moi, nous avions une place dans ce monde. Les mois qui suivirent furent calmes et réparateurs. J'ai transféré mes crédits universitaires dans une faculté locale et j'ai terminé ma licence. Grand-mère Henriette ne m'a jamais traité comme un fardeau. Elle m'a traité comme une fille. Nous avons trouvé un rythme confortable. Nous jardinions ensemble l'après-midi, préparions le dîner le soir et nous asseyions près du feu la nuit, ses aiguilles à tricoter cliquant doucement pendant que j'étudiais. Elle me racontait des histoires sur sa propre vie, sur les épreuves qu'elle avait traversées après les funérailles de mon grand-père, sur l'héritage de résilience transmis par les femmes de notre famille. Elle m'a appris que la force ne consistait pas à ne pas tomber. Elle consistait à se relever, à chaque fois. Et puis cet hiver-là, dans la modeste chambre à l'étage avec un lit couvert d'un kilt et des rideaux de dentelle, j'ai mis mon fils au monde. L'accouchement fut long et intense. Mais lorsque la sage-femme a finalement placé le nouveau-né dans mes bras, tout le reste s'est estompé. Il était si petit, ses poings serrés, ses cris perçants mais étrangement réconfortants. Je le contemplais à travers des yeux embués de larmes, mon cœur se gonflant d'une manière que je n'avais jamais connue. Gauthier, murmurai-je, le nom me semblant juste et fort. Gauthier Whittaker. Il porterait mon nom, ma force. Son avenir ne serait pas lié à l'homme qu'il avait abandonné avant même sa naissance. À partir de ce jour, ma vie a été complètement bouleversée de la manière la plus merveilleuse et la plus épuisante qui soit. Les nuits étaient un flou de tétés et de changements de couches. Les journées, un marathon pour jongler entre un nouveau-né et mes derniers cours universitaires. Mais je ne l'ai jamais regretté une seule fois. Je me levais dans les heures sombres et silencieuses, berçant Gauthier contre ma poitrine jusqu'à ce que ses petites respirations se régularisent. Et je souriais malgré la fatigue. Chaque étape, son premier sourire, son premier rire, la première fois que sa petite main s'est enroulée autour de mon doigt, était comme un rayon de soleil perçant les nuages. C'était une joie pure et simple qui guérissait des parties de moi que je ne savais même pas briser. Ce n'était pas facile. L'argent était si rare que je comptais chaque centime. J'ai pris un travail de tutorat à temps partiel, corrigeant des copies tard dans la nuit après que Gauthier se soit endormi. Mais grand-mère Henriette était mon roc. Elle gardait Gauthier quand j'avais des cours, cuisinait des repas chauds qui nous maintenaient, et me rappelait toujours que la persévérance était plus forte que le désespoir. Un pas à la fois, ma chérie, disait-elle en lissant mes cheveux après une journée particulièrement longue. C'est comme ça qu'on gravit les montagnes. Et donc, j'ai gravi. J'ai soutenu mon mémoire de fin d'études avec Gauthier endormi dans un porte-bébé au fond de la salle. Quelques professeurs ont haussé les sourcils, mais personne ne pouvait remettre en question ma détermination. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, un diplôme usé dans une main et mon magnifique fils dans l'autre, j'avais déjà obtenu un poste d'enseignante à la petite école primaire à quelques kilomètres de la ferme.
Mon premier jour, je me tenais devant une classe d'élèves de CE1 aux yeux brillants, une craie à la main, et j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Gauthier avait à peine 2 ans, il trottinait dans le salon de grand-mère Henriette pendant que j'enseignais, ses joyeux éclats de rire remplissant la ferme pendant mes pauses déjeuner. L'enseignement avait toujours été mon rêve. Et maintenant, c'était ma réalité. Ce n'était pas juste un travail. C'était ma façon de fournir une vie stable et aimante à mon fils. La vie était modeste, mais elle était pleine. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais tout ce qui comptait. Chaque soir, je rentrais de l'école avec des copies sous le bras, mon cœur s'allégeant en voyant Gauthier courir pour m'accueillir au portail, son visage s'illuminant. Il avait mes yeux et mon menton têtu, mais son rire était un son de pure joie qui résonnait dans la campagne tranquille. La communauté nous a adoptés. Vous avez élevé un garçon brillant, remarquaient les voisins lorsque Gauthier m'accompagnait au marché. Il est si poli, il s'exprime si bien. Vous devez être fier. Fier ne commençait même pas à décrire ce que je ressentais. Gauthier était mon encre, ma raison d'être, mon monde entier. Quand la solitude s'insinuait la nuit, quand les souvenirs de la trahison d'Arthur et Jeannette menaçaient de piquer, je me glissais sur la pointe des pieds dans sa chambre. Je restais là à le regarder dormir sous sa couverture en patchwork, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, et je savais avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. J'avais choisi le meilleur chemin. J'étais déterminé à mettre chaque euro de côté dans un fonds pour ses études, à lui donner toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Grand-mère Henriette est restée la force stable et directrice de nos vies. Elle se délectait de bercer Gauthier pour l'endormir, de lui apprendre de vieilles chansons et de partager des histoires de ma propre enfance. La ferme est devenue plus qu'un refuge. Elle est devenue le cœur de notre petite famille de 3. Les années passèrent à ce rythme paisible. Je ne me considérais plus comme abandonné. Je me considérais comme entière, reconstruite sous une forme nouvelle et plus forte. J'étais une mère, une enseignante et une petite fille qui n'avaient pas laissé l'adversité la détruire. Et chaque fois que le rire de Gauthier remplissait la maison, je savais que ma vie, bien que n'étant pas celle que j'avais imaginée, était exactement là où elle devait être. La vie dans la petite communauté agricole s'est installée dans un rythme stable et confortable. J'enseignais à mes élèves le jour, je corrigeais des copies la nuit, et je consacrais chaque once du reste de mon énergie à élever Gauthier. C'était une vie pleine, une bonne vie. Même si parfois, dans les moments calmes après que Gauthier se soit endormi et que la maison soit silencieuse, une vague de solitude me submergeait. J'avais depuis longtemps cessé d'attendre la romance ou l'amour. Mon fils était mon cœur, ma classe ma mission, et ma grand-mère mon ancre. Cela semblait devoir suffire. Mais la vie a une façon de tisser des liens entre les gens quand on s'y attend le moins. C'est arrivé un après-midi de printemps, quand Gauthier avait 5 ans. Une grosse tempête avait soufflé la nuit précédente, et toute une section de la vieille clôture le long de notre propriété avait finalement cédé. Je me tenais dans le jardin avec Gauthier, regardant les poteaux cassés, le front plissé de frustration. « Eh bien, c'est parfait », marmonnai-je en repoussant une mèche de cheveux de mon visage. Gauthier, me tenant la main, demanda innocemment, « Maman, comment on va faire pour que les chevreuils n'entrent plus dans le jardin de grand-mère » Avant que je puisse répondre, une voix appela de l'autre côté du champ. Besoin d'un coup de main avec cette clôture ? Je me suis retourné pour voir un homme marcher vers nous. Je l'ai reconnu comme étant François Verdier, un voisin dont les terres bordaient les nôtres. C'était un homme grand, aux larges épaules, à la peau burinée par le soleil et aux yeux les plus gentils que j'ai vus depuis longtemps. Il était charpentier de métier, veuf, et je savais par les commérages du village qu'il avait aidé d'autres voisins avec des réparations plus de fois que quiconque ne pouvait compter. Nous avions échangé des politesses au marché, mais rien de plus. Une pointe d'embarras colora mes joues. « C'est si évident que ça », demandai-je en désignant la clôture effondrée. François eut un sourire facile et chaleureux qui fit plisser ses yeux au coin. « Ne vous en faites pas. Ça arrive à tout le monde ici, tôt ou tard. J'ai quelques planches de rechange dans ma camionnette. Si ça ne vous dérange pas, je peux réparer ça en un rien de temps. » J'ai hésité un instant, un instinct réflexe de ne pas accepter d'aide, de tout faire moi-même, mais ensuite j'ai regardé son visage ouvert et honnête, et j'ai hoché la tête. Si vous en êtes sûr, j'apprécierais vraiment. C'est Gauthier qui s'est ouvert à lui en premier. Pendant que François se mettait au travail, ses mouvements efficaces et forts alors qu'il martelait de nouvelles planches en place, Gauthier le bombardait d'1 million de questions, sur ses outils,
sur les différents types de bois, sur sa force. Au lieu de le repousser, François a répondu à chaque question patiemment, laissant même Gauthier tenir un marteau un instant sous son œil vigilant. À partir de ce jour, François a commencé à passer plus souvent. Parfois, c'était juste pour vérifier la clôture, parfois pour déposer des œufs frais de ses poules, et parfois juste pour dire bonjour en rentrant d'un chantier. J'ai remarqué comment le visage de Gauthier s'illuminait chaque fois qu'il voyait la camionnette de François arriver. J'ai vu à quel point il était naturel pour mon fils de le suivre dans le jardin en bavardant sans cesse, et comment François écoutait toujours avec un intérêt sincère. Il parlait à Gauthier, non pas comme à un enfant, mais comme à une petite personne ayant des choses importantes à dire. J'ai mis plus de temps à m'ouvrir. Mon passé avait laissé de profondes cicatrices, et je gardais mon cœur avec soin. Mais François n'a jamais insisté. Sa gentillesse était constante, sa présence calme et rassurante. Il s'est joint à nous pour le dîner une fois, puis une autre, jusqu'à ce que cela devienne une habitude hebdomadaire. Il n'a jamais essayé de prendre le dessus, n'a jamais agi comme si Gauthier n'était pas ma première priorité. Au lieu de cela, il s'est glissé doucement dans les espaces vides de notre vie, comme s'il y avait toujours appartenu. Les saisons ont tourné. Le printemps a fondu en un été chaud, qui a cédé la place à un automne frais. Je me suis surprise à rire plus souvent, à m'attarder en conversation avec lui sur le porche longtemps après que Gauthier soit allé se coucher. Nous parlions de tout et de rien. Il me parlait de sa défunte épouse, qu'il avait tendrement aimée, et des années silencieuses après son départ. À mon tour, je me suis surprise à lui parler de mon passé. Pas tous les détails douloureux au début, mais suffisamment. Je lui ai parlé du fait d'être une jeune mère célibataire et des difficultés que j'avais rencontrées. Il n'a jamais offert de pitié. Il n'a jamais offert que du respect. Je me suis surprise à le regarder, qu'il répare un portail ou qu'il écoute simplement l'une des longues histoires de Gauthier, et j'ai réalisé que ma poitrine ne se serrait plus de peur. Elle était chaude. Elle était en sécurité. J'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui, et le sentiment n'était pas terrifiant comme il l'avait été avec Arthur. C'était calme. C'était comme rentrer à la maison. Un an après ce premier jour avec la clôture cassée, nous travaillions dans le petit jardin de grand-mère Henriette derrière la ferme. Le soleil était chaud sur nos dos. Gauthier était parti chasser les papillons. François resta silencieux un long moment, puis il posa sa truelle, se tourna vers moi et prit mes mains maculées de terre dans les siennes. Il s'est agenouillé là, sur un genou, dans la terre meuble du jardin. Il n'avait pas de boîte sophistiquée, juste une simple et belle bague en argent qu'il tenait dans la paume de sa main. Il n'y eut pas de grand discours, juste une promesse calme et sincère qui signifiait plus pour moi que n'importe quel mot fleuri n'aurait jamais pu le faire. « Bérénice, dit-il, ses yeux bienveillants me regardant droit dans les miens. Je n'essaie pas de changer ta vie ou de remplacer quoi que ce soit que tu aies perdu. Je veux juste la partager avec toi et avec Gauthier. Je t'aime et j'aime ce garçon comme s'il était le mien. Je ne peux pas réparer ton passé, mais je te promets que je passerai le reste de ma vie à construire un avenir où tu n'auras plus jamais à te sentir seul. » Des larmes embuirent mes yeux alors que je murmurais « oui ». Notre mariage fut simple, parfait. Nous l'avons célébré juste là, dans le jardin de la ferme, entouré de quelques amis proches et de nos merveilleux voisins. Grand-mère Henriette se tenait fièrement à mes côtés, les yeux brillants, et Gauthier, portant un minuscule et élégant costume, souriait jusqu'aux oreilles en servant de porteur d'alliance. Lorsque les vœux furent prononcés et que je devins Madame Bérénice Verdier, je me sentis comme quelqu'un à qui l'on avait donné une seconde chance, non seulement en amour, mais au bonheur lui-même. Peu de temps après, Gauthier et moi avons emménagé dans la ferme de François, juste de l'autre côté du champ. Nos deux vies se sont mélangées sans heurts. La maison qui avait été silencieuse si longtemps résonnait maintenant des rires et des cris de joie de Gauthier. Pour la première fois depuis des années, je posais ma tête sur l'oreiller la nuit, sentant la respiration régulière de mon mari à côté de moi, et mon cœur se sentait complètement, totalement en paix. Ce n'était pas une romance dramatique et tourbillonnante. Ce n'était pas précipité. C'était stable, authentique et réel. Et c'était exactement ce que j'avais cherché depuis le début, sans même le savoir. La vie avec François et Gauthier était un rêve paisible. Gauthier avait maintenant 7 ans, un garçon brillant et heureux qui adorait François et l'appelait papa. J'aimais mon travail. J'aimais ma famille. Et les souvenirs douloureux de mon passé s'étaient finalement estompés en forme lointaine et brumeuse. Je croyais vraiment les avoir laissés derrière moi pour de bon.
Puis vint la sortie scolaire annuelle des CE1 au musée d'Évreux. La matinée était claire et ensoleillée, une journée parfaite pour une aventure. Je marchais en tête de ma classe, un porte-bloc à la main, tandis que les enfants bavardaient avec enthousiasme derrière moi. Gauthier restait près de moi, son petit sac à dos rebondissant alors qu'il suivait le rythme du groupe. Nous avons passé un merveilleux moment au musée où les enfants se sont émerveillés devant des squelettes de dinosaures et des artefacts anciens. Ensuite, avec un peu de temps avant de prendre le train pour rentrer, je les ai conduits dans un parc municipal voisin. L'air était frais, l'herbe encore humide. Les enfants se sont précipités pour regarder les fontaines et les parterres de fleurs, leurs voix joyeuses se mêlant au bruissement des arbres. J'ai souri, leur criant de rester groupés, ressentant un profond sentiment de fierté. Fierté pour mes élèves, pour mon fils, pour la vie belle et stable que j'avais bâtie sur des cendres. Et puis, alors que nous contournions un sentier bordé de bancs, je me suis figé. À moins de 20 mètres, au bord du parc, se tenait un couple, un homme et une femme. Je les ai reconnus instantanément. Arthur et ma sœur Jeannette. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Le temps sembla se courber, me ramenant 7 ans en arrière, à ce café pluvieux, aux mots qui m'avaient brisé. Mais ce n'était pas le même homme charmant dont je me souvenais. Les cheveux d'Arthur étaient plus clairsemés, son visage tendu. Il se disputait avec Jeannette, sa voix s'élevant sur un ton de colère presque désespéré. Jeannette, vêtue d'un blazer élégant, se tenait les bras croisés, lui répondant quelque chose de sec et de méprisant. Les passants ralentissaient pour observer leur dispute s'envenimer. Je pouvais entendre des bribes de leurs cris, des accusations sur l'argent, sur ses longues heures de travail, un ressentiment bouillonnant juste sous la surface. Arthur gesticulait sauvagement, le visage rouge de frustration. L'homme qui avait semblé si confiant et en contrôle avait maintenant l'air faible et amer. Je restais cloué sur place, mes élèves se rassemblant curieusement autour de moi. Mon cœur battait la chamade, mais pas avec la douleur familière des vieilles blessures. À ma grande surprise, je ne ressentis rien. Pas de désir, pas de colère, pas même une étincelle de l'ancienne douleur. Tout ce que je ressentais était de la distance, comme si j'observais 2 étrangers passer une mauvaise journée derrière une épaisse vitre. Maman. Je baissai les yeux. Gauthier tirait sur ma manche, ses yeux bleus se levant vers les miens, pleins d'inquiétude. On continue à marcher ? Je clignai des yeux, le son de sa voix me ramenant au présent. Sa petite main se glissa dans la mienne, chaude et stable. J'ai souri faiblement et j'ai serré la sienne en retour. Oui, mon chéri. Allons-y. Sans un autre regard dans leur direction, j'ai guidé mes élèves le long du sentier, les dirigeant vers la pelouse ouverte où des canards se dandinaient près d'un étang. Derrière moi, la voix d'Arthur s'éleva de nouveau, dure et craquante. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai juste continué à marcher, main dans la main avec mon fils, laissant les fantômes de mon passé à leurs propres disputes amères. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. L'homme et la femme qui avaient autrefois brisé mon monde n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Ils n'étaient que de tristes échos d'une vie qui n'était plus la mienne. Nous avons passé une autre demi-heure au parc, laissant les enfants courir et jouer avant qu'il ne soit temps de retourner à la gare. Les enfants étaient fatigués mais toujours excités par l'aventure de la journée. Je marchais à leur côté, comptant les têtes avec mon porte-bloc alors que nous passions devant les vitrines et les cafés qui bordaient la rue. Gauthier sautillait quelques pas en avant, montrant du doigt la vitrine d'une pâtisserie remplie de cupcakes glacés. J'ai souri à son excitation, le cœur léger et sans fardeau. Puis mon regard a dérivé vers la fenêtre d'un café à l'allure familière, et je me suis figé pour la 2e fois de la journée. À l'intérieur, assise à une table d'angle, la même table d'angle qu'il y a toutes ces années, se trouvait Arthur. Le temps sembla ralentir. Il avait l'air plus vieux maintenant, des rides de stress plus profondément creusées sur son front. Mais la façon dont il était adossé à sa chaise était indubitable. En face de lui était assise Jeannette, l'air élégant et confiant. Entre eux, une petite fille aux cheveux bouclés, pas plus de 5 ou 6 ans, jouait avec une cuillère. Mon estomac se serra, mon souffle se coupa. Pendant un instant, je ne pus plus bouger. Mon passé, la trahison, le chagrin, toutes les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir. Tout était là, assis à quelques mètres, souriant à une autre famille. Puis Arthur leva les yeux. Ses yeux croisèrent les miens à travers la vitre, et ils s'écarquillèrent de reconnaissance. Il se redressa et, à mon grand étonnement,
il leva la main pour me faire un signe décontracté et amical, comme si nous n'étions que de vieilles connaissances qui s'étaient simplement croisées dans la rue. Jeannette suivit son regard. Quand elle m'aperçut sur le trottoir avec un groupe d'élèves de CE1, ses lèvres se courbèrent en un sourire suffisant et condescendant. Elle se pencha près d'Arthur, lui murmurant quelque chose que je ne pus entendre. Il gloussa, puis ils rirent tous les deux, une moquerie privée et partagée à mes dépens. Le son, même étouffé par la vitre, me transperça comme une lame. Toute la vieille douleur, l'humiliation, le sentiment d'avoir été rejeté, tout revint en une vague chaude et douloureuse. Mes jambes me semblaient raides, ma poitrine lourde du poids des années que je pensais avoir déjà enterrées. Mais cela ne dura qu'un instant. Madame Verdier. Un de mes élèves tira sur ma manche. On monte bientôt dans le train. Madame Verdier. Ce nom était une encre. Je clignai des yeux, me ramenant au présent. Gauthier était à mes côtés maintenant, me regardant avec inquiétude. Je forçai mes lèvres à former un petit sourire et hochai la tête. Oui, c'est ça. Allez, tout le monde. Ne soyons pas en retard. Rassemblant ma classe, je tournai le dos au café. Je tournai le dos à leur rire, à leur jugement, à tout ce chapitre misérable de ma vie. Ils représentaient les voix, les souvenirs. Ils pouvaient rester derrière cette vitre. Je guidai rapidement les enfants vers le quai, mais pas ferme et déterminé. Alors que nous montions à bord du train qui attendait, j'entendis une faible voix appeler mon nom derrière moi. Bérénice. Je ne me suis pas retourné. J'ai fait entrer Gauthier, m'assurant que chaque enfant était compté, mes mouvements calmes et délibérés. Les portes se refermèrent avec un doux sifflement. Le sifflet retentit et le train s'ébranla. À travers la fenêtre, j'aperçus une dernière fois Arthur debout devant le café, son sourire disparu, son expression indéchiffrable alors qu'il regardait le train s'éloigner. La porte du train s'est fermée, et c'était comme un point final et définitif à la fin d'une phrase très longue et très douloureuse. C'était fini. Vraiment fini. J'ai expiré lentement, mon cœur se calmant. Le passé avait tendu la main vers moi une dernière fois, mais j'avais choisi de ne pas la prendre. La porte du train s'est refermée. Un son solide et définitif qui séparait mon présent de mon passé. Alors que le train commençait à bouger, m'emmenant loin de cette rue, loin de ce café, loin d'eux, j'ai ressenti un profond sentiment de libération. J'étais enfin vraiment libre. Si vous écoutez toujours mon histoire, si vous m'avez suivi dans ce voyage depuis ce café pluvieux jusqu'à ce moment précis, me feriez-vous une petite faveur ? Veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo et commenter simplement avec le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes là, que vous avez été avec moi pendant tout ce temps. Votre soutien signifie plus pour moi que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Tapez simplement le chiffre 1, puis laissez-moi vous raconter la suite de mon histoire. Le train prit de la vitesse, ses roues claquant contre les rails avec un rythme régulier et réconfortant. J'ai guidé mes élèves vers leur siège, ma voix d'enseignante calme et exercée alors que je comptais les têtes une dernière fois. Gauthier se glissa sur le siège près de la fenêtre, pressant ses petites paumes contre la vitre froide. Il resta silencieux un moment, le front plissé par la pensée. « Maman » demanda-t-il, sa voix douce. « C'est qui cet homme ? » « Celui qui te regardait. » Mon souffle se coupa une seconde, mais je forçai mes épaules à se détendre. J'ai écarté une mèche de cheveux de mon visage et je lui ai souri doucement. Un vrai sourire cette fois. « Oh, lui, dis-je, ma voix légère. Juste quelqu'un qui pensait me connaître, mon chéri. Probablement une erreur. » Gauthier étudia mon visage un instant de plus, comme s'il pesait ma réponse. Puis il sembla satisfait et hocha la tête, se retournant vers la fenêtre pour regarder la ville défiler. Mon propre regard suivit le sien, et il était là, Arthur. Il se tenait seul sur le quai maintenant, sa posture raide. Jeannette et la petite fille n'étaient nulle part en vue. Il se tenait juste là, une silhouette solitaire contre le béton, regardant le train partir. Ses yeux étaient fixés sur notre fenêtre, et ils arboraient une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Pas de l'arrogance, pas de la moquerie, mais une sorte de confusion vide. Presque du regret. Il leva légèrement la main comme s'il était tenté de faire un autre signe, mais la laissa retomber inutilement à ses côtés. Ma poitrine se serra, mais pas avec la douleur familière des vieilles blessures. Au lieu de cela, un étrange et inattendu sentiment de calme m'envahit.
Je ne ressentais pas de colère ni même de pitié. Je me sentais juste. Fini. Je n'ai pas répondu à son salut. Je n'ai même pas hoché la tête. J'ai simplement tourné mon attention vers le garçon assis à côté de moi, qui sortait déjà un carnet de son sac à dos pour dessiner les canards qu'il avait vus dans le parc. Le train nous emportait de plus en plus loin. La silhouette d'Arthur devenait de plus en plus petite à travers la vitre jusqu'à n'être plus qu'un flou, puis il disparut complètement, avalé par la distance. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais même pas réalisé que je retenais. Pendant des années, l'ombre de cette trahison m'avait suivi, s'insinuant dans les nuits calmes, me rendant méfiante face au bonheur. Je m'étais demandé ce que je ressentirais si je le revoyais un jour. De la rage, du chagrin, une lueur d'espoir désespéré et pathétique. Mais maintenant, à ce moment-là, je ne ressentais rien de tout cela. Ce que je ressentais, c'était la paix. Ma main reposait légèrement sur l'épaule de Gauthier, stable et protectrice. Il leva les yeux de son dessin, souriant en me le tendant pour approbation. Je lui ai souri en retour, le cœur plein, sans fardeau. Le passé avait essayé de me rattraper, avait essayé de me rappeler ce que j'avais perdu. Mais je ne vivais plus là. Ma vie était ici, avec cet enfant merveilleux qui avait besoin de moi, avec l'homme bon qui m'aimait, avec la maison qui attendait notre retour. Au moment où le train est entré dans notre petite gare rurale, le soleil déclinait, peignant le ciel de Normandie de nuances de rose et d'or. Les enfants sont descendus, leur bavardage bourdonnant de l'excitation résiduelle du voyage. J'ai guidé Gauthier sur le quai, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Chaque pas loin de la ville était comme un pas plus profond dans la paix. Quand nous sommes arrivés à notre ferme, l'odeur chaude de quelque chose de savoureux et de délicieux s'échappait de la fenêtre ouverte de la cuisine. La lumière du porche était allumée, un phare doré et accueillant dans le crépuscule. Nous sommes entrés et là, il y avait François. Il se tenait dans la cuisine, les manches retroussées, se déplaçant avec assurance entre la cuisinière et le comptoir. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés, son visage s'illuminant de ce sourire facile et merveilleux qui était le sien. « Timing parfait », dit-il en soulevant une poêle. « Le dîner est presque prêt. J'attendais juste mon partenaire de pêche. » Il fit un clin d'œil à Gauthier. Gauthier laissa tomber son sac à dos près de la porte et courut en avant, sautillant presque sur la pointe des pieds. « Papa. Papa. Demain, je vais attraper le plus gros poisson de toute la rivière. Plus gros que le dinosaure qu'on a vu au musée. Tu verras. » François rit. Un son profond et joyeux qui remplit toute la cuisine et ébouriffa les cheveux de Gauthier. « Eh bien, alors je ferai mieux d'apporter une poêle extra large, parce que ta mère va avoir besoin d'une preuve. » Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte un instant, les regardant simplement. La douce lumière de la lampe enveloppait la pièce d'une chaleur qu'aucune tempête ne pourrait jamais chasser. Le rire de mon fils était clair et sans fardeau. L'homme que j'aimais se déplaçait avec le genre d'aisance douce qui vient d'un amour librement donné, et non pris. C'était réel. C'était ma vie. Gauthier s'est précipité vers moi, tirant sur ma main. « Maman, tu mangeras le premier morceau de mon poisson, d'accord ? Promis ?» Je me suis penché, déposant un baiser sur son front. « Promis », murmurai-je, mon sourire tendre. J'ai alors levé les yeux vers François, et nos regards se sont croisés dans un moment de compréhension silencieuse. Il n'y avait pas de grands gestes, pas de discours, juste la connaissance partagée que ce que nous avions construit ensemble était fort et réel, et que c'était plus que suffisant. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai accroché près de la porte. Et ce faisant, j'ai réalisé quelque chose. Je ne sentais pas le poids de ce qui avait été. Je n'entendais pas la voix d'Arthur dans un coin de ma tête. Je ne voyais pas les ombres de ce café pluvieux ou les rires moqueurs derrière la vitre. Ces fantômes n'avaient pas leur place ici. Ils avaient été laissés derrière, sur un quai de gare solitaire où ils appartenaient. Ce qui comptait était ici. Maintenant. C'était le garçon qui tourbillonnait dans la cuisine, excité par la partie de pêche de demain. C'était l'homme qui remuait une casserole sur le feu, fredonnant doucement. C'était la vie que nous avions créée ensemble, stable, honnête et vraie. Je suis entré dans la cuisine, enlaçant la taille de François par derrière, posant ma joue contre son dos solide. Il a attrapé ma main et l'a serrée doucement. Et dans ce moment simple et calme, j'ai su de chaque fibre de mon être que j'étais exactement là où je devais être.
tengo mis dudas, como que vi algo raro. Uno y uno, acá lo mismo, de acá está bien. No, en teoría sí es simétrica. Igual ya hay algo. Ah, es que aquí, sí, sí, ve cómo lo detecto. Es que aquí ya le puse un bloque más y del otro lado no, es por eso que lo veo raro, creo. Ah, y de hecho son dos hacia afuera y luego aquí esto, una más. Por eso lo veía raro, como que no lo veía simétrico y es por esto. Ahora sí. Mm, hola, en mi escuela viernes ya no hay clases, era para practicar todas las coreografías para los eventos. ¿Pero todos los viernes o solamente algunos viernes? Bueno, supongo que cada escuela es un mundo. Yo en mi escuela era clases de lunes a viernes y teníamos educación física creo que 2 días a la semana. No me acuerdo si el martes o el jueves, eso sí ya no me acuerdo, pero o sea, de que sí. Es que, ay, ya no lo leí. Dame chance, Mariano. Es que en educación física troto, hago fuerza, tipo flexiones y así, cosa que mi cuerpo no está acostumbrada y el asma no coopera. Y luego de esas 2 horas tengo deporte que es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo gris de su ojo? Ninguno le gana al Brack. Lo de abajo es como una cicatriz que tiene. Es que Luffy tiene una cicatriz en el debajo del ojo izquierdo, creo que es. Si no me equivoco, sí es del izquierdo. Igual y se le hice la cicatriz del otro lado, pero no, según yo sí es del izquierdo. Lo que no sé si debería habérsela puesto un poquito más abajo. Igual y sí, igual y no, no lo sé, no lo sé. O sea, de que en lugar de ahí, un bloque más abajo, aquí. Quizás. Lo único malo es que si hiciera eso, ya no podría poner esto, tendría que ponerlo por atrás y quedaría raro. Nada, pues nada, voy a dejarlo como estaba. Chances se la dejo así, aunque no se vea tan cicatrizesca. ¿O saben qué? Debo tener Polish Blacks. Polish. Eh, Polish, no sé quién destruyó, pero si empiezan a mover cosas sin permiso, voy a proteger la zona para que no puedan hacer nada. Eh, igual y así. ¡Ay! Igual y así. Y aquí igual y así también. En lugar de slabs como tal. Sí, creo que está mejor. Mm, y si la hago más chiquita. Así. Igual y sí. No lo veo del todo mal. No lo sé, pero no lo veo mal. No vayas a invocar a Yamardo. ¿Por qué a Yamardo? Gracias por el follow, Espinosauro. Puedes usar los bloques de paja para hacer el sombrero. A ver, tendría sentido porque es un sombrero de paja, pero no sé qué tan raro quedaría. Porque, claro. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, hey, babe. Porque, claro, es que tiene algunos detallitos ahí medio raros y como que todo el sombrero de este tipo de bloques igual iba a quedar raro. Tendría que ser algunos, no sé, lo voy a probar, sí lo voy a probar. Pero a ver cómo queda. Si veo que queda muy raro, no, y lo ocupamos de cualquier otro material. Pero si no queda raro, igual y si lo hago esto. De todos modos, no iría ahí el sombrero, hiciera un poquito más arriba, porque todavía me falta un poquito de cabello que tengo que hacerle. Y luego ya iré el sombrero. Pero sí, lo tomaré en cuenta. Yamardo es un tipo que rompe servers, creo. Ah, vaya, pues espero que no venga. Eh, todos, no vayas. Faja, terracota y lana. Parece pelo con aceite. El... ¿El qué? ¿Parece pelo con aceite? ¿Esto? ¿Esto que tiene? ¿O el qué? O la paja esta. Sí se ve curioso, ¿no? No sé, pero primero vamos a hacerle el pelo y todo y luego ya vemos. Godzilla versus Newfie. Sí. Mm, sí, hay muchos comentarios que no me aparecen.
No, no, no es que no te aparezcan, es que es que también estoy en Twitch y estoy leyendo los de ahí también. No es que no te aparezcan. Perdón, muchos ya lo saben, pero hay otros que no lo saben, entonces seguramente sí se sacan un poquito de onda, pero es por eso, porque también estoy en Twitch. No es que no te aparezcan los comentarios, simplemente que no los ves por eso. Ah, bueno, gracias, sí.